Et après cette sortie vidéo, évidemment, vous pourrez redécouvrir le film chez vous, même si je vous invite à le voir en salle, là où il choc. Et pour en parler, on a la chance de recevoir celui qui a fait découvrir le film en France, celui qui a permis au film d'arriver en France, l'éditeur mythique René Château. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de chance de recevoir Monsieur René Château, notamment pour nous parler du retour de Massacre à la tronçonneuse. Voilà, donc on vient d'en parler, on vient de faire la critique du film. Donc bonjour René Château, vous êtes celui qui l'a en quelque sorte introduit en France. Oui, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai découvert le film, c'est assez paradoxal, grâce à Michel Drucker. Oui, c'est ce que vous dites dans l'interview justement de Mad Movies. Oui, dans Mad Movies, j'en parle. Je veux dire, c'est que j'étais un dimanche après-midi chez moi, tranquille, et puis en train de travailler quand même. Et puis Drucker est à Avoriaz et donne les résultats du festival d'Avoriaz, 10 ans en parlant. Donc il parle pour la première fois à la télévision de Massacre à la tronçonneuse. Et pour illustrer son propos, et parce qu'il avait reçu le prix de la critique, il passe 3 ou 4 extraits qui sont les scènes les plus hard, les plus fortes du film. D'accord. Et c'est ces mêmes scènes-là que moi, on m'a interdit pendant 5 ans, que c'était interdit de les sortir. Ouais, c'est ce qui est paradoxal. Tout le monde l'avait vu à la télévision, pour tout public. Je répète, un dimanche après-midi à 14-15 heures. Et moi, au cinéma, c'était interdit par les censeurs, dont je pense toujours le plus grand mal, puisque comment peut-on être du côté de la censure? Et ça, c'est une autre émission et un autre problème, quoi. Voilà, parce que vous avez finalement sorti le film du pétrin dans lequel il était, puisqu'il était condamné à circuler à l'époque dans le circuit X, puisqu'il était classé X, et la sortie en VHS... Là, il n'était pas classé X quand il est passé à Avoriaz. En 1976, il avait gagné à Avoriaz. Il était passé à Cannes à la semaine de... Voilà. À la 15e des réalisateurs. Puis ensuite, il était passé au festival d'Avoriaz où Lionel Chouchan l'avait sélectionné. Et puis après, je crois qu'il y a eu 3 projections à Paris avant qu'il soit interdit. Oh, il a été interdit rapidement puisque le premier distributeur du film, quand il a vu que dès le départ à Avoriaz que le film allait pas avoir son visa de censure, où ils allaient le Xer pour violence, on revient à une interdiction totale. Donc, il l'a présenté à la censure intégralement, en précaution, si je puis dire. Donc, ils l'ont complètement censuré. Et puis, l'aura du film est partie de cette interdiction, mais aussi le titre était magique, quoi. Oui. Parce que j'ai bien vu que à la fin, quand la censure me demandait des allègements, ils appellent ça un euphémisme pour parler de coupe, pour parler des coupes, pour parler de la censure, ils disent des allègements, quoi. C'est des faux culs complètement, quoi. C'est des hypocrites. Et justement, voilà. le fait de le sortir en cassette, donc dans un premier temps, je crois que les cassettes étaient très chères. Si vous voulez, j'allais perdre toute la mise, tout l'argent que j'avais mis sur le film, j'allais le perdre, puisque je l'ai fait doubler en français. Oui. J'ai fait doubler en français, alors qu'il existait quand il n'y avait qu'une version sous-titrée qui avait été présentée à Cannes et à Avoriaz. Et puis, il fallait, de toute façon, pour le sortir au cinéma, il fallait une version française. Donc, enfin bon, je vais pas vous... J'ai eu beaucoup de difficultés. Déjà, à la commission de censure, les censeurs, c'était la plupart... la chose la plus drôle, c'est que tous les censeurs, c'était déjà, disons, la gauche, les critiques de gauche et les journalistes, pas les journalistes de gauche, comment on appelle ça, les professionnels, les professionnels qui étaient dans les commissions, je voulais dire, dans les commissions au CNC, au ministère de la Culture, tout ça, c'est toujours pareil. C'était déjà comme ça dans les années 70, il y a 40 ans, c'était déjà pareil. Et ce qui est bien, moi qui dis toujours du mal de Jacques Lang, et il le mérite, je veux dire par contre, c'est lui qui a demandé aux censeurs d'arrêter leurs imbécilités,
et de libérer le film, ils n'ont pas changé la commission de censure, puisque c'était déjà les socialistes qui y étaient. Mhm. Donc quand Jacques Lang est arrivé au pouvoir avec Mitterrand, ils n'ont pas bougé, ils ont pas changé la commission de contrôle, puisqu'elle était déjà à gauche. Et donc, vous sortez le film en cassette vidéo, est-ce qu'il s'est bien vendu? Vidéo, ça a été en plus... Alors, quand j'ai vu que j'allais perdre la mise de fonds que j'avais donnée aux Américains pour acheter les droits du film, à ce moment-là, j'ai pensé qu'il fallait que je le sorte de toute façon en vidéo. Mais j'avais pas les droits vidéo, j'avais que les droits pour la salle de cinéma, pour les salles de cinéma. Et donc je suis descendu l'année d'après ou 2 ans après, je me souviens plus, à Cannes, où j'ai acheté les droits vidéo. Et pour les droits vidéo, il n'y avait pas à l'époque, il n'y avait pas de commission de censure comme pour le cinéma. Oui. Donc j'avais toute liberté, et c'est grâce à l'interdiction de Massacre à la tronçonneuse et de ce film de Tobe Hooper, qui est pour moi un chef-d'œuvre, ça m'a permis de créer ma société de vidéo, puisqu'elle n'était pas née. Je veux dire, René Château Vidéo n'existait pas. D'accord, donc c'est grâce à Massacre à la tronçonneuse. Mes deux premiers films en vidéocassette, c'était Massacre à la tronçonneuse, et puis James Dean Story, produit par David Putnam, le producteur de Midnight Express et des Chariots de Feu, grand producteur anglais, Redway. Et donc j'ai sorti 2 cassettes, 2 films, donc James Dean Story et puis Massacre à la tronçonneuse. Et Massacre à la tronçonneuse a pris la tête des ventes en France. Voilà. Alors je veux dire, pendant 3 ans, j'ai été le numéro 1 des ventes. Donc l'interdiction, de transformer l'interdiction et les problèmes que j'avais en réussite, ça a toujours été pas ma devise, mais ma démarche, si vous voulez. Voilà. D'avoir un problème, il faut le retourner pour en faire une qualité. Tout à fait. Et du coup, c'est aussi grâce à ça que le film est devenu culte chez un certain public, le public des vidéoclubs, qui était avide de... Voulez, attendez, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire que le film faisait peur. Oui. La preuve, il y a des gens qui le décrivaient à l'époque, encore maintenant je crois pas, mais qui le décrivaient à l'époque en disant c'était le film le plus gore qu'ils avaient vu. Malheureusement, il y en a encore. C'est un film où il y avait le sang qui sortait de la salle, sous la porte de la salle du cinéma. Oui, oui. Alors que dans le film, on voit pratiquement pas une goutte de sang. Tout à fait. C'est un point que j'aborde beaucoup dans ma critique, c'est une idée reçue qui est encore tenace aujourd'hui, malheureusement. Ah oui, non. Et puis parce que tout ça, c'est grâce au titre, le titre. Voilà. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur les titres des films, que ce soit les films de Bruce Lee ou de Belmondo, tout ça, etc. Je veux dire, le titre était magique, quoi. Et c'est vous qui l'avez traduit, le titre? Si vous voulez, Tobe Hooper, le talent de Tobe Hooper pour ce film-là était tellement indéniable, c'est que quand Spielberg, il est devenu producteur, le premier film qu'il a produit, Spielberg, c'était Poltergeist, qui était mis en scène par Tobe Hooper. C'est pas un hasard, je veux dire. Non. Steven Spielberg, le plus doué, un des plus doués, disons, du cinéma américain de l'époque, qui avait déjà fait, lui, le grand succès de Jaws, du requin, et puis qui avait fait aussi sur le camion, et puis Sugarland Express. Je veux dire, le premier metteur en scène qu'il a produit, Spielberg, ça a été le Tobe Hooper. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent encore que Poltergeist est réalisé par Steven Spielberg, malheureusement. Non, bah oui, mais enfin, il s'en est expliqué, et Spielberg de son côté, et Tobe Hooper. Non, ça, c'était faux, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, aujourd'hui, le film ressort au cinéma dans une copie toute neuve. Rien, je veux dire. Voilà, tout à fait. Mais est-ce que vous pensez, vous, de votre côté, que c'est une bonne chose d'avoir vraiment restauré dans une copie 4K Non, mais c'est toujours... vous savez, ils se prennent tous pour Martin Scorsese. Alors Martin Scorsese, lui, ce qu'il a fait, il a été le premier à faire, il a pris un master de vidéo, et puis on a refait une bobine 35 mm après. Donc tous les stobinards à Paris qui ont de l'argent du gouvernement et puis qui dépensent du fric fou, c'est ce qu'ils font. Donc ils refont un négatif, je me suis mal exprimé, ils refont un négatif d'après le master de la vidéo, qui est complètement débile, puisque ça fait des générations qui se rajoutent. Mais
Mais comme ça leur permet de dépenser l'argent du CNC, puisqu'ils en ont tellement de fric qu'ils savent pas comment le dépenser. Donc ils donnent à tout va. Comment dire, ils ont 49 commissions, je crois, au CNC pour dépenser le pognon. Ils n'y arrivent plus. C'est vrai que beaucoup de gens pensent qu'il faut voir en quelque sorte Massacre à la tronçonneuse sur une cassette petit peu abîmée. Et ne parlons pas des Bruce Lee. Un jour, on fera une émission sur Bruce Lee. C'est encore pire sur Bruce Lee. Hein. Avec grand plaisir. Sur Bruce Lee, ils ont massacré le film avec le doublage, avec les coupes qu'ils ont rajoutées, pas enlevées mais rajoutées. Donc, par contre, Massacre à la tronçonneuse, moi, j'avais fait aucune coupe. Contrairement à ce que quelques malfaisants avaient décrit après en disant château à tromper, c'est pas la version intégrale et tout. C'était des malfaisants, comme disait Audiard. Oui. Vous êtes encore distributeur du DVD de Massacre à la tronçonneuse ? Non. Il y a eu un coup de jarnac. Je les ai perdus et puis après c'est Canal+ qui les a repris. Voilà, oui. Et puis actuellement, ça se retrouve du côté de TF1, qui est mon distributeur pourtant depuis 18 ans, qui m'a trahi une fois de plus, quoi. Donc, mais bon, c'est la vie, hein. La vie est comme ça. Hein. Mais voilà, en tout cas, le nom de René Château sera longtemps associé au film culte de Toby Hooper. Il ne serait pas sorti, le film. Hein. C'est pour ça qu'on a décidé d'en parler avec vous, parce que c'est grâce à vous que cet incroyable film est arrivé. Ce qui m'a poussé aussi dans la vidéo aussi, ça a été que j'avais 3 autres films. J'avais le meilleur film de Romero, Zombie, qui était, disons, La Nuit des Morts Vivants, mais refaite avec un gros budget. Et puis aussi le talent artistique de Dario Argento qui a travaillé sur le film. Oui. J'avais Zombie. Et puis j'avais un film qu'ils ont fait le remake, un mauvais remake là récemment, Le Fils de Maniac, c'est ça ? De Maniac de William Lustig. Voilà, oui. Donc moi j'avais 3 films interdits. J'avais Massacre à la tronçonneuse, j'avais Maniac et j'avais Zombie. À tel point que j'avais fait une collection qui s'appelait Les films que vous ne verrez jamais à la télévision. Et d'ailleurs c'est des films qui sont devenus cultes grâce à ça en quelque sorte. Oui, non, c'est-à-dire ça fait un bon souvenir parce que jamais quelqu'un avait osé faire une collection Les films que vous ne verrez jamais à la télévision. Hein. Oui, non. Alors que moi j'avais tout de suite compris que la vidéo c'était un média qui avait sa force et puis pas sa créativité, n'exagérons pas, mais disons sa force, sa puissance de feu, c'était le fait que c'est des films qui passaient pas à la télévision. C'est la raison que l'érotisme et l'épouvante et les arts martiaux se sont réfugiés avant tout dans la vidéo avant de passer aux télévisions, etc. Hein. Moi, pour vendre à la télévision les films de Bruce Lee, j'ai eu un mal fou. Hein. Je veux dire, j'ai fait casser cet embargo grâce à Canal+. Et puis après, grâce à un ami de Mitterrand et Jacques Lang qu'ils ont amené en France, qui s'appelait Silvio Berlusconi. D'accord. Et Berlusconi, c'est lui, avec la 5e chaîne que le gouvernement lui avait donnée pour lutter contre Canal+, qui a fait les meilleurs sports avec Bruce Lee à la télé, quoi. C'était ses meilleurs. Alors il me l'est à tel point que le bras droit de Berlusconi m'a acheté 3 fois tous les films de Bruce Lee pour passer sur la 5. D'accord. Mais ça, c'est une autre histoire. Eh ben, on espère pouvoir en reparler un jour avec vous. Mais de toute façon, on se reparlera quand je vais sortir dans l'année prochaine pour le Festival de Cannes 2015. Oui. Je sors mes mémoires qui vont s'appeler, enfin qui s'appellent déjà La vie de Château. D'accord. Donc avec impatience. On reparlera de différentes choses. On espère vous réaccueillir très bientôt dans l'émission. Merci beaucoup René Château. Parfait. À bientôt et bon courage. À bientôt, merci.